Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette émission entièrement consacrée au FinTech en compagnie aujourd'hui de Louis-Alexandre de Froissart. Louis-Alexandre, bonjour, vous allez bien? Bien et vous? Ça va moi. Et vous, Eric Tajman? Ah bah tout va bien. Tout va bien? Avec un beau sujet aujourd'hui, on parlera FinTech. Oui alors, Louis-Alexandre, vous êtes lancé dans une tâche titanesque. Vous lancez le 5 et 6 octobre FinTech, Bordeaux FinTech. Oui, deuxième édition de Deuxième édition de Bordeaux FinTech. Et ma surprise, première surprise, il y a plus de 70 FinTech qui seront là. Je ne savais pas qu'il y avait 70 FinTech, très honnêtement. Alors, qu'est-ce que c'est votre définition de la FinTech? Ma définition de la FinTech, en fait, c'est un acronyme. Vous avez eu biotech, tout le monde connaît biotech, surtout dans la gestion de patrimoine. Ouais. Donc des sociétés techno dans la bio, dans le secteur de la santé. Donc là, c'est la même chose, c'est des sociétés techno dans le secteur de la finance. Vous aurez demain les food tech, les ed tech pour l'éducation. Mais là, on est FinTech, donc moi je pensais que c'était FinTech épargne, et vous me dites non, il n'y a pas que de l'épargne dans la FinTech. Non, même l'épargne aujourd'hui, je dirais, constitue peut-être la moins grosse partie des FinTech. En fait, la rupture techno dans la finance, c'est une rupture qui s'adresse à l'ensemble des secteurs contrôlés par la banque aujourd'hui. La banque se fait disrupter sur l'ensemble de ses marges. Voilà, donc on va avoir des problématiques d'épargne, bien sûr. On va aussi avoir des problématiques de paiement, des problématiques de big data avec le conseil qui sort du big data. C'est le remplacement du conseiller par une application, conseiller bancaire par une application qui est sur le smartphone. On va avoir des problématiques, des questions de blockchain aussi, et puis des questions de financement à court et moyen terme, crowd, lending, funding et ainsi de suite. Justement. Alors, justement, parce que la genèse des FinTech, finalement, c'est un système bancaire qui, quelque part, est à l'épreuve, puisqu'on parle de quoi? On parle de taux d'intérêt très bas, voire négatifs. On parle de pression au niveau bancaire qui font que, quelque part, il y a une recherche de diminution de coûts. Donc, ça laisse une porte ouverte à des nouveautés. Et on a la technologie en plus. Donc, quelque part, on a affaire à un mouvement de fond derrière. Il y a un mouvement de fond avec plusieurs étapes. C'est-à-dire que nous, en France, nous voyons quoi? Nous voyons une dérégulation par la perte du monopole bancaire sur le prêt. Mais si on regarde un petit peu en avant, un petit peu en arrière, on va retrouver par exemple des problématiques de peer-to-peer de devises. C'est quoi le peer-to-peer de devises? C'est ce qui attaque la banque au cœur. Vous savez très bien quand vous allez en voyage à l'étranger que quand vous changez des devises, on va dire que le banquier se sert grassement, excusez-moi pour eux, mais enfin c'est souvent ce que l'on remarque. C'est vrai, je confirme. Alors par contre, quand je suis une grande entreprise et que moi je vais vendre en dollars et que vous achetez en euros et ainsi de suite, on se retrouve moi avec un gros stock de dollars, vous avec un gros stock d'euros, et puis vous avez besoin de dollars et moi j'ai besoin de les vendre. Et là, à ce moment-là, on va échanger des centaines de milliers de dollars et d'euros, et le banquier va prendre à due proportion. Et on s'est rendu compte que le peer-to-peer de morceaux de musique c'était bien, mais le peer-to-peer de devises, ça fait gagner beaucoup plus. Il y a justement une FinTech qui travaille là-dessus, oui, que vous avez invité. Oui, Cantox. Cantox, qui est quand même une société créée par un Français, grâce aux mesures fiscales. Moi, j'ai ma fille qui va aller à Londres. Vous pensez londonienne. Que je peux passer par eux, oui, vous pouvez. Mais il faut savoir quand même que la société est basée à Londres et à Barcelone, et il n'y a personne en France, alors que c'est un Français et une équipe française qui est à sa tête. Cantox, c'est 3 milliards d'euros de devises échangées sur sa plateforme. Et c'est intéressant, c'est vraiment intéressant? Oui, c'est intéressant pour les entreprises et les grosses, je dirais les ETI. Et surtout, nous, on peut avoir d'autres systèmes. On va avoir WeSwap, qui est déjà en Angleterre, qui va arriver en France. On va avoir FX4Biz. On va aussi avoir Paytop. Paytop, c'est vous envoyez votre fille en Angleterre. Vous avez besoin de lui charger sa carte uniquement quand elle fera des dépenses. Et vous allez lui charger en euros ou en livres ou en autre chose. Et si jamais il vous reste des livres, vous les changerez en dollars et ainsi de suite. Tout ça avec des taux de change favorables. Et surtout, vous faites comme moi. J'ai demandé à ma fille d'inviter la famille de sa correspondante au restaurant. Je n'ai chargé la carte que 3 minutes avant qu'elle soit au restaurant. Comme ça, si elle perdait la carte, elle ne perdait pas d'argent. Et donc cette FinTech sera à Bordeaux. Paytop sera à Bordeaux. Paytop, d'ailleurs, c'est une FinTech incubée par Truffle. Et Truffle, on connaît puisqu'ils ont des FIP et des FCPI. Là, vous prenez l'exemple du paiement. Oui. Bon, quand on s'adresse à de l'épargne, on le voit, quelque part, ces nouveaux systèmes peuvent capter, ou en tout cas sont des schémas de distribution ou de captation de l'épargne derrière qui est là, qui pourrait faire bouger en fait les lignes entre la banque, le CGP et de nouveaux entrants qui peuvent arriver. On parle aussi bien d'opérateurs téléphoniques, on l'a vu avec Orange, ou on parle de GAFA. On parle des Google, des Apple, des Facebook, des Amazon, qui eux-mêmes sont déjà dans le paiement. Oui. Parce que Eric, moi je connais YoMoney, je connais FunShop, je connais Advise, mais je suis has-been déjà
Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit Orange Paiement, il faut savoir que c'est le premier gestionnaire d'épargne en Afrique occidentale avec l'unité SMS. Ouais. Et il faut savoir que Orange Paiement a acheté Groupama Bank. Donc ça, c'est pour rebondir sur vos propos. Sur YoMoney, Advise, WeSave ou d'autres, ou FunShop ou Advise qui seront là d'ailleurs, avec Marie Cantier par exemple, oui, on est à la base de plusieurs métiers, enfin on est au croisement de plusieurs métiers et on peut dire que ça pourrait attaquer tant les banques que les CGP sur leur métier. Moi je pense qu'il faut d'abord penser à tout ce qui concerne la segmentation de clientèle et après on pourra reparler des fintechs une fois qu'on aura parlé segmentation de clientèle. Pour vous, c'est pas un danger? Les YoMoney, tout ça, bon, les YoMoney font beaucoup de pubs pour l'instant, on ne les a pas vus à l'œuvre, on ne sait même pas s'ils sont bons. Mais est-ce que ces gens sont dangereux pour vous, pour votre métier initial? Moi, je pense que la peur et le danger, ça vient de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, je pense qu'avant toute chose, il faut connaître. Une fois qu'on connaît, on sait dire, voilà, eh bien, ça va toucher tel pan de mon activité ou tel autre, et on prend les actions correctives. Si on est des structures souples et agiles, comme les TPE, les CGP sont des TPE, peut-être quelquefois des PME, mais plutôt des TPE, la caractéristique d'une TPE, c'est d'être souple et agile. Donc en fonction de ce qui se passe sur le terrain, eh bien, je corrige le tir. Alors justement, on va interroger Frédéric Apollonio. Frédéric, est-ce que vous êtes au téléphone? Vous êtes joignable? Frédéric, vous avez écouté le début de... Oui, vous avez écouté le début de l'émission. Quelle est votre position, vous, sur ces fintech épargne, sur les YoMoney, FunShop, Advise? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que CGP? Moi, déjà, je me réjouis de savoir qu'on développe en France des applications et des fintech. C'est un secteur qui prend de plus en plus d'importance et par rapport à la croissance du pays, je m'en réjouis. Maintenant, sur la fintech épargne, ça peut être une bonne chose pour les épargnants qui cherchent une réponse très rapide et sans valeur ajoutée, je dirais. J'ai testé à plusieurs reprises les fintechs que vous avez cités. Ce que je constate, c'est que c'est effectivement ciblé pour une typologie de clientèle. Et ça va effectivement faire beaucoup de tort aux banquiers et aux réseaux d'assureurs classiques. Oui, mais justement, Frédéric, est-ce que ce n'est pas justement les robots advisors, les YoMoney et tout ça, est-ce qu'ils ne vont pas justement s'intéresser aux clients pas intéressants, ni pour les banques, ni pour vous, les CGP? Donc finalement, cette tranche entre 50 000 et 200 000 euros, les gars sont là, font pas beaucoup de choses dans l'année, c'est ni intéressant pour un CGP, ni pour une banque. Et finalement, tout le monde est content de les refiler justement à ces fintech. Non? Je me trompe? En fait, le principal avantage de la fintech, c'est que c'est rapide, c'est esthétique, mais il n'y a pas d'ingénierie. Donc tant qu'elles ne seront pas capables de faire de l'ingénierie, on a de l'avenir devant nous. Il y a Eric qui veut vous poser une question. Une petite réflexion, parce que si on regarde ce qui se passe notamment aux États-Unis, on voit que la première phase, effectivement, des fintech et des robots advisors était quelque part stand-alone, donc ce sont des gens qui y allaient directement, avec du soutien et des appuis de certains institutionnels. La deuxième vague maintenant qui intervient, ce sont les banques. Donc je crois qu'on va avoir de plus en plus de circuits bancaires qui vont s'intéresser à cette automatisation, qui vont sans doute l'intégrer dans leur modèle. D'un côté, ils vont le rattraper par les fintechs de l'autre. Ça risque d'arriver, effectivement. Oui, je pense aussi. Par contre, dire qu'un contrat à 250 000 euros, ce n'est pas forcément intéressant pour un CGP. Je pense que 250 000 euros... 50 000 et 200 000 euros. Même 200 000 euros. Oui, mais vous savez très bien, il y a toute une tranche de la population qui ne vous intéresse pas, vous le faites parce que vous espérez et puis il ne se passe jamais rien. Donc c'est des clients dormants, etc. Donc ceux-là, vous êtes bien content de vous en débarrasser. Je pense qu'il y a quand même... Je pense qu'il y a quand même... il y a quand même de la technologie derrière. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et je dois reconnaître qu'on voit beaucoup plus de ce qu'on appelle le UX, l'expérience utilisateur, qui est facilitée. Ça, je suis tout à fait d'accord, et là-dessus, on a des leçons quelquefois à prendre. Par contre, je pense qu'il y a de la technologie, et que peut-être pas maintenant, mais dans les mois et peut-être les années qui viennent, on va pouvoir justement jauger de cette techno, surtout si on a des marchés moins faciles. Alors juste pour libérer Frédéric. Frédéric, un dernier mot sur votre position. Vous êtes pour ou contre? Je n'ai pas bien compris là. Moi, je suis contre, puisque en fait, on risque d'effacer complètement la dimension humaine.
Maintenant, je suis quand même assez satisfait de savoir que ça crée de l'activité et que pour tout ce qui concerne des actes ou comment dirais-je, des services sans valeur ajoutée, les fintechs ont largement toute leur place. Très bien, mais écoutez, c'est ce qu'on retiendra. Frédéric, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés. On va revenir à vous, lui Alexandre. Alors, on a parlé des fintech épargne, vous m'avez aussi parlé de blockchain. C'est quoi blockchain? Blockchain, c'est pas une personne, un blockchain, c'est un système, si vous voulez. Globalement, la blockchain est à la confiance ce que Internet était à l'information, si on prend une similitude. En fait, blockchain, ça va être la manière de contractualiser demain de manière autonome et indépendante. Exemple, donnez-moi des exemples. Eh bien, un exemple, le Bitcoin. Le Bitcoin est un pur produit de la blockchain. Oui, mais un produit, c'est le premier produit. Est-ce que la Ford T vous fait rêver? Je pense que la Ford T, elle ne fait pas rêver parce qu'avec le temps, on se rend compte que quand même, c'était quelque chose d'assez primitif. Donc, il est normal que le Bitcoin ne vous fasse pas rêver parce que c'est un peu primitif. Par contre, la blockchain aujourd'hui est en train de se répandre dans la capacité qu'on aurait de contractualiser de manière automatisée, a priori totalement sécurisée et surtout, on va dire, autonome. Et on va avoir une génération de smart contracts. Ceux qui ont vraiment, dans un premier temps, intérêt à se méfier de la blockchain, ce sont tous les officiers ministériels. Et ils le savent bien, puisqu'on va pouvoir contractualiser. Toujours pas. Donnez-moi un exemple concret. Simplement, on va pouvoir faire des audits. Tiens, regardez, due diligence sur la cession d'une entreprise. Vous savez que sur la cession d'une entreprise, on a besoin d'auditer un certain nombre de choses. À partir du moment où on va créer un système fermé, dans lequel chacun aura sa clé, c'est-à-dire un élément de bloc d'information. Blockchain, c'est une chaîne de blocs. La chaîne de blocs est celle qui fait la sécurisation et l'authentification. Eh bien, on va pouvoir introduire, chacun qui a un élément de cette chaîne de blocs va pouvoir introduire des données, et automatiquement, le contrat qui va naître de ces données, c'est-à-dire de ces due diligence qui auront été menées, eh bien, c'est le contrat qui sort automatiquement. On n'aura plus besoin d'un avocat pour valider ces chiffres, puisque ce seront des chiffres qui seront infalsifiables et qui seront, qui seront véridiques et infalsifiables, qui seront à l'intérieur de ce document. Et donc, il sera automatiquement authentifié. Et donc, pour les due diligence, ça va se passer automatiquement sans avoir besoin d'un avocat. Et avec de la transparence. Avec une totale transparence. Parce que c'est ça qui est intéressant, de nombreux asset managers, les plus gros internationaux, sont en train d'investir énormément dans les systèmes transactionnels de blockchain, parce que, justement, pour une visibilité de toute la chaîne derrière, c'est comment se font, qui est l'ultime investisseur et bénéficiaire derrière, avec toute une chaîne transparente. AXA qui va faire la décennale d'un immeuble. Ça l'intéresserait, par exemple, de savoir que le camion à béton est arrivé à 8h30 le matin et qu'à ce moment-là, il y avait quoi? Il y avait telle hygrométrie sur le chantier, et il y avait telle température, et que quand on a coulé cette dalle de béton, c'était telle heure, pour savoir si le lendemain, quand on a mis une cloison dessus, le temps de séchage avait été respecté ou pas. Et ça veut dire qu'à la fin, sa décennale, elle va pouvoir être calculée uniquement sur des faits qui se sont passés, une chaîne de faits qui se sont passés, et non pas sur l'estimation d'une prime. Alors, il y a un point quand même que vous avez souligné qui est essentiel, c'est la sécurité. Parce que, bon, on l'a vu, il y a un certain nombre d'affaires qui sont sorties, notamment sur le blockchain. Et on ne parle même pas du Bitcoin. Donc, des affaires qui font un petit peu mal. C'est en surchauffe totale. Ça a super bien marché, tout le monde s'est enflammé. Je ne pense pas que c'est il faut être plus. Non, je pense que c'est pas que ça s'est enflammé, chose comme ça. D'abord, il faut savoir que le Bitcoin, ça a été une monnaie refuge, comme peut l'être l'or par certains côtés. Pourquoi? Parce que c'est en quantité limitée. Aujourd'hui, une Porsche 993 GT2. Eh ben, il y en a tellement peu que tout le monde se rue dessus et aux dernières ventes, ça a fait un prix extraordinaire. Donc le Bitcoin, il y en a peu, c'est quantité limitée et que les miners qui peuvent en faire. Donc on s'est retrouvé avec des hausses et des baisses parce que c'est un nouveau produit. Parce que leur tourne, j'ai bien compris. Très simplement, pour vous dire une chose, c'est qu'il y a un vrai problème de sécurité puisque la deuxième plateforme qui s'appelle Ethereum a essayé de faire une levée de fonds de 150 millions et sur ces 150 millions, 60 millions ont disparu. Bon, il y a le 5 et 6 octobre, ça se passe à Bordeaux. Il y a 70 fintechs qui vont venir se présenter. Vous attendez plus de 300 personnes. Qu'est-ce que ces gens viennent faire à Bordeaux, à ce salon, les fintechs? Vous me parlez de trucs complètement délirants et vous me dites que ça va passionner les gens et que c'est ça l'avenir. Donc moi, comme j'ai toujours peur d'être un petit peu has-been, je vous écoute, mais qu'est-ce qu'ils vont apprendre ces gens-là? Alors, d'abord,
à Bordeaux, l'avantage que l'on a, c'est qu'on est en province. Et donc, on est loin de Paris, il n'y a pas toutes les institutions, et celles qui viennent, en tout cas, le font de manière plus détendue qu'à Paris. On n'est pas au ministère, donc déjà, il y a beaucoup d'échanges qui se font dans un cadre plus détendu et plus discret que les grandes assemblées parisiennes. On va parler de quoi ? On va faire un point, un an après Bordeaux FinTech, 2015, on fait un point sur quoi ? On va faire un point sur est-ce que les FinTech se construisent en harmonie, en hybridation avec les banques, ou elles se construisent en opposition. Les deux modèles sont possibles, on va mettre ça ensemble. On va parler de la sécurité de la blockchain. La blockchain, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait réellement avec la blockchain aujourd'hui et quelle sécurité ? On va faire parler aussi notre invité d'honneur, qui est Suzanne Chishti, qui est un grand influenceur londonien et qui est notamment à l'origine de FinTech Circle, c'est un accélérateur de FinTech, et puis qui a lancé le FinTech Book. Le lancement du FinTech Book s'est fait à Berlin, Londres, Hong Kong, et il se fera à Bordeaux pour la France. On va parler donc de la position de la France dans la FinTech entre l'Europe du Nord en avance et l'Europe du Sud en retard. Il faut savoir que, par exemple, Lendix, plateforme de crowd, ou United Credit, plateforme de prêt aux particuliers, s'installe l'une en Italie pour United Credit et en France pour Lendix, en Espagne pour Lendix. Donc, ce qui veut dire qu'il y a bien un rôle joué par la France pour aller conquérir l'Europe du Sud. Et puis après, on prend un peu de recul l'après-midi sur la FinTech qui s'inscrit dans un mouvement plus large. Et surtout, l'après-midi, nos amis CGP sont attendus pour discuter avec les FinTech de 14h50 à 15h50. Pour terminer, désolé parce qu'on est un petit peu long, mais c'est très très intéressant. Pour vos clients qui vous écoutent là, qu'est-ce que ça apporte à vos clients ? Alors, ce savoir, parce qu'effectivement, vous avez rencontré plein de monde, c'est passionnant, je vois bien que vous vivez un truc super. Qu'est-ce que ça leur apporte à eux directement ? Alors, pour moi, les marchés financiers, c'est depuis 2003 que j'ai créé mon cabinet, c'est un quotidien. C'est un quotidien sur lequel aujourd'hui j'ai besoin de diversifier. J'ai besoin de profondément diversifier mon offre. Ce que m'a permis de faire Bordeaux FinTech en 2015 et en 2016, c'est de connaître plein de FinTech pour construire peu à peu une offre globale, alternative au marché financier pour l'ensemble de mes clients. Donc oui, ça me prend du temps. Oui, mon équipe s'occupe de mes clients, je suis un peu moins disponible. Mais pour préparer aujourd'hui et demain, je suis en train d'avoir une offre. Ils seront gagnants demain. Ils seront gagnants demain parce qu'ils auront une offre totalement alternative grâce au FinTech pour investir avec des taux positifs et un risque maîtrisé. Lui, Alexandre, en tout cas, c'était passionnant et je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne chance pour ce salon. Eric, merci à vous aussi. C'était un plaisir de vous recevoir tous les deux. Quant à nous, on se retrouve donc mercredi prochain pour une émission avec Géraldine Métifeux et on parlera des produits structurés. C'est un tout autre programme. D'ici là, gardez-vous bien.